Allô? Voilà, bon, eh bien écoutez, après toutes ces mises au point, nous allons pouvoir commencer et nous sommes heureux d'accueillir Madame Lannes, qui est agrégée d'histoire, qui a été professeur le cadrage, qui a été professeur à l'IUFM de l'Université de Nantes et qui a en même temps mené sa thèse de doctorat sur les écoles de dessin au XVIIIe siècle. Donc je vais bien sûr la laisser vous exposer ce travail extrêmement intéressant sur pour le développement de l'art et des arts mécaniques au XVIIIe siècle. Nous pourrons reprendre toutes ces questions par une discussion à la fin de son exposé, pour lequel nous disposerons, comme vous le voyez, cette fois-ci d'un micro. Bien, bonsoir à tout le monde. Merci de m'accueillir dans cette belle salle. Et donc, on va parler des écoles de dessin au XVIIIe siècle, sachant que durant ce siècle, il y a une soixantaine de villes qui ont mis en place une école. Alors, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'école, puisque le titre de l'intervention, c'est une innovation dans l'enseignement. C'est pas très pratique. Donc, ou alors je prends le micro directement comme ça. Voilà. Problème technique. Voilà. Est-ce que ça va aller mieux? Ça va aller un peu mieux, oui. Donc, Donc la question est de savoir en quoi ces écoles qui se créent, et en particulier une grande école à Paris, en quoi ça représente une innovation dans le XVIIIe siècle. Jusqu'à présent, Non, je ne suis pas bien du tout. Je suis désolée. Désolée. Nous allons essayer celui-là. Non. Où peut-on apprendre le dessin? D'abord, dans le cadre d'une académie ou d'une confrérie ou d'un métier. Ensuite, dans des collèges classiques. Au milieu du XVIIIe siècle, au collège des Lassaliens à Paris, la marquise de Lassay finance l'apprentissage du dessin. Ça marche pas? Oui, moi je crois. Ou alors je parle à haute voix, peut-être que ça sera plus simple. Prenez-le. Je l'ai allumé, on verra bien. C'est mieux avec le micro? Bon, alors. Non, je vous en prie. Ah oui, là ça marche bien. Donc, je reprends. L'enseignement du dessin au XVIIIe siècle se faisait d'abord dans le cadre d'une académie ou d'une confrérie. Ensuite, on pouvait apprendre le dessin auprès d'un maître dans un métier, dans une corporation. La troisième possibilité, c'était d'être élève de collège classique, et je disais que le collège des Lassaliens, en 1753, avait reçu un financement pour apprendre le dessin aux ouvriers et artisans. Une autre possibilité était d'avoir une école dans les manufactures royales. C'était le cas des Gobelins au XVIIe siècle. C'était le cas aussi à partir de 1750 de la manufacture de Beauvais, les tapisseries. Et c'était le cas également dans la manufacture de la porcelaine de Vincennes, qui a été transposée ensuite à Sèvres, pour former des dessinateurs aptes au métier qui leur était proposé. Et puis, il était aussi possible de prendre des cours auprès d'un maître privé, tout simplement.
Donc cette diversité des lieux n'a pas empêché de créer, je vous ai dit tout à l'heure, une soixantaine d'écoles à travers tout le royaume. L'école appartient à ces institutions innovantes qui se veulent utiles et affichent une volonté d'efficacité supérieure à ce qui existe déjà. Ce qui nous intéresse ici, ce sont les métiers et corporations. Les deux photos que j'ai mises ici correspondent à cet engouement du dessin qui a dans tout le XVIIIe siècle. Et donc on peut apprendre à dessiner sans maître, et on peut commencer à faire des dessins qui sont tout à fait la base de tout ce qui deviendra la figure, les animaux, l'ornement, etc. Donc en quoi ces écoles sont innovantes? Premièrement, ce qu'elles sont. Et là, je vais rester un petit peu plus sur cette diapositive, parce qu'elle correspond exactement à la portée même du sens donné par ces écoles, puisqu'elles sont destinées au métier de l'art à finalité professionnelle, pour compléter la formation au métier. Donc le premier intérêt de ces écoles, c'est qu'elles ne sont pas forcément à destination d'artistes, mais elles sont à destination de personnes, d'ouvriers, d'artisans qui se spécialisent dans des métiers de l'art et qui n'ont pas le statut d'artiste. Bon. Donc la première innovation de ces écoles, c'est donc la finalité même, puisqu'il s'agit de toucher les artisans et les différents métiers. Et la seconde remarque concerne la gratuité de ces écoles pour un certain nombre d'élèves et parfois dans certaines écoles pour tous les élèves, alors qu'à l'Académie royale de peinture et de sculpture, chaque leçon était payante. Donc ça rentre bien dans les options du XVIIIe siècle où faire apprendre le dessin pour les arts mécaniques, ce qu'on appelait les arts mécaniques, et ensuite accueillir les personnes qui souhaitent se former à un métier spécifique sans avoir besoin d'avoir un lourd budget, on va dire. Donc l'école de dessin, là, c'est une partie de la vignette dans l'encyclopédie. Je suis un peu perdue parce que entre les micros, là, ça m'a un peu perturbée, ça, c'est pas grave. On va s'en sortir. Bon, donc le principe de l'utilité est mis en valeur, de même que la portée éducative du dessin, qui est particulièrement importante au XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce qu'on est sous l'influence des idées de John Locke de l'éducation des enfants, qui paraît à la fin du XVIIe siècle, ou plus tardive de Condillac, dans son traité des sensations, 1754, et de Jean-Jacques Rousseau, Émile ou de l'éducation, qui paraît en 1762. Et pour ces trois auteurs, on a une approche sensualiste de la connaissance. Nos seules connaissances proviennent des impressions que font les objets de nos différents sens. Le dessin permet de développer l'habileté physique. Il donne une main plus sûre. Donc, souvent envisagé du point de vue artistique, l'apprentissage du dessin développe l'habileté, même chez les artisans qui vont chercher les preuves les plus admirables de la sagacité, et de sa patience et de ses ressources. Le second point qui fait que ces écoles sont innovantes, c'est le fait qu'on retrouve au niveau de la gratuité la possibilité pour des personnes intéressées par les cours mais qui n'ont pas les moyens de les suivre de participer quand même aux leçons. Parce qu'au XVIIIe siècle a lieu l'école parisienne marque le développement de la philanthropie. La charité n'a plus cours.
dans la seconde moitié du siècle, surtout après 1755, la bienfaisance devient la première vertu de l'homme social. L'utilité est bien le maître mot. La société philanthropique veut à la fois faire œuvre morale et utile. Et même, on a les mêmes volontés du côté des loges maçonniques pour lesquelles, je cite, la quatrième qualité dans notre ordre est le goût des sciences utiles et des arts libéraux. L'école de Paris est considérée par les frères de la loge Saint-Charles des Amis Réunis comme l'occasion la plus favorable de satisfaire leur goût à donner des marques de leur bienfaisance à ceux des enfants qui en ont le plus besoin. Donc enseignement utile, enseignement gratuit font partie de ce que représentent ces écoles de dessin. Alors évidemment, j'ai privilégié l'exemple de Paris, sachant qu'elle est fondée en 1766 par un peintre qui s'appelle Jean-Jacques Bachelier et qui, né à Paris, ouvre une école de dessin en 1766. Donc. Alors, qui est Jean-Jacques Bachelier? C'est un peintre qui a été élève de l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui est issu d'un milieu modeste et qui a été remarqué, qui travaillait chez un dessinateur des ouvrages de la couronne, donc qui était maître graveur sur métaux. Et le peintre Oudry le remarque en 1749 et le fait entrer à l'Académie royale de peinture et de sculpture, où il prend des leçons de Coipel. Bon. Il est également nommé conseiller puis directeur artistique de la manufacture de Vincennes, de la manufacture de porcelaine, qui était établie d'abord à Vincennes, à la Tour du Diable, et puis qui est transférée à Sèvres à la demande de Madame de Pompadour. Il est donc protégé de Madame de Pompadour par son travail à la manufacture. Et comme directeur artistique de Sèvres, Bachelier va proposer de nombreux modèles et travailler également pour sa bienfaitrice, en particulier dans les peintures qui ont été faites dans son château de Choisy. Alors, pour avoir Bachelier, c'est un spécialiste des natures mortes, spécialiste de la peinture des fleurs en particulier, qui a produit beaucoup de modèles justement pour la manufacture de Sèvres. Le fait de travailler avec Madame, enfin non pas avec Madame de Pompadour, mais sous son autorité, a fait qu'il a fortement bénéficié des faveurs royales dans la mesure où il a pu effectivement entrer dans une carrière plus importante et donc ouvrir cette école de dessin qui lui tenait beaucoup à cœur. Il a aussi un soutien royal de la part du roi lui-même, dans la mesure où le roi finance en partie cette école. Donc on se trouve là dans le conflit, je dirais, entre deux conceptions de l'enseignement. À l'Académie royale de peinture et de sculpture, première et principale, cette académie est destinée aux artistes qui, par les talents les plus distingués, peuvent mériter d'y être inscrits. À l'école créée par Bachelier, les leçons s'adressent à ceux qui se seront spécialisés dans des arts mécaniques. Alors ça peut être comment ça s'appelle ?
Donc tous les métiers, bourliers, j'ai perdu un petit peu la liste, mais vous imaginez bien facilement ce qui peut y être représenté. Donc les deux conceptions, à partir du moment où l'académie s'adresse plutôt aux artistes, et surtout aux artistes, et les écoles de dessin, surtout aux arts mécaniques, la conception même de l'enseignement diffère. À l'académie, le premier travail concerne la figure. Le premier genre enseigné concerne la figure, c'est-à-dire que chaque élève doit trouver des moyens pour travailler sur nombre de modèles, y compris sous forme d'estampes. Du côté de Bachelier, il ne s'agit pas du tout de commencer par la figure, mais on commence par la géométrie, parce que les élèves doivent d'abord comprendre la proportion de chacun des objets qu'ils veulent produire ou reproduire. Voilà. Donc, mais en revanche, dans chacune de ces écoles, il y a l'obligation de commencer par, évidemment, se familiariser avec les différents instruments qui servent au dessin. Alors vous avez le porte-crayon, le crayon, la plume, le canif, le compas, les pinceaux, etc. Et on voit par exemple un élève peint par Chardin qui taille son crayon, donc voilà, et la citation que j'ai notée là, de Diderot, on nous met à l'âge de 7 ans, 8 ans le porte-crayon à la main, nous commençons à dessiner d'après l'exemple des yeux, des bouches, des oreilles, ensuite des pieds, des mains. Le talent ne se décide pas en un moment. Et donc ça montre évidemment bien la difficulté et la routine à la limite du dessin, dans la mesure où les modèles reproduits étaient inlassablement reproduits de façon à bien donner la main à l'élève. L'école de Bachelier est différente, je vous l'ai dit, et la première chose qui est apprise, c'est la géométrie. Donc là aussi, il y a forcément utilisation d'outils, mais des outils géométriques du genre compas, de proportions, équerres, etc. Et donc j'ai retrouvé 2 travaux d'élèves authentiques en illustration. Donc, l'école de Bachelier, je vous ai dit, est fondée donc en 1766 et elle va accueillir jusqu'à 125 à 150 élèves par jour, selon l'emplacement où elle s'est trouvée. Donc les ressources de l'école, c'est d'abord le roi, j'ai dit les rois parce qu'il y a Louis XV puis Louis XVI. Ensuite la ville sous laquelle l'école est installée, des dons et legs qui permettent évidemment d'améliorer le matériel proposé aux élèves, de même l'organisation de concerts, un système de fondation que je vais préciser tout à l'heure, et les métiers et les corporations qui s'engagent à payer la maîtrise aux lauréats des grands prix de l'école, selon le métier bien évidemment choisi. Alors, en parlant des programmes de l'opéra, on s'aperçoit que 2 concerts annuels sont proposés et évidemment la recette de ces concerts vont directement dans les caisses de l'école.
Alors, parmi les dépenses, en revanche, alors voilà, le fonder, j'avais dit. Fonder un élève, c'est, d'après le dictionnaire, c'est d'abord avoir le faire sur quelque chose qui soit du domaine de la bienfaisance. Ensuite, c'est assigner un fonds ou une somme de 30 livres par an pour assurer les fournitures nécessaires au dessin. Le fondateur peut régler 90 livres si on veut que son protégé passe dans les 3 classes où l'on enseigne 3 genres différents. Et de toute façon, le contrat est passé devant notaire. Donc c'est un acte vraiment officiel. Les premières dépenses, enfin les dépenses les plus importantes des écoles, c'est d'abord le logement, ce qu'on appelle le logement de l'école. D'abord, loger dans la chapelle et la sacristie de l'ancien collège d'Autun, du Saint-André-des-Arts, pour 1000 livres de loyer par an. À partir, ensuite, 10 ans après, l'école s'installe dans l'ancienne école de chirurgie, dans l'ancien amphithéâtre de Saint-Côme, l'école de chirurgie, qui a été transférée ailleurs, pour un loyer de 700 livres. Et forcément, le logement implique aussi l'organisation et le matériel nécessaire. Alors, que faut-il pour enseigner dans une école de dessin en termes de matériel? Des tables, des banquettes, bien sûr des cadres, des tableaux de démonstration et tout le matériel pédagogique que représentent les crayons, les compas pour ceux qui commencent par la géométrie, etc. Donc voici la seconde école de dessin installée dans l'amphithéâtre de l'école de chirurgie. Et là où donc susceptible d'accueillir 125 élèves, très bien aménagé parce que extrêmement bien éclairé. Or, chacun sait que pour dessiner et reproduire des objets, il faut avoir une lumière tout à fait pertinente, on dirait. Voilà. Et puis, donc, dans cette école de dessin, il y a une série on commence dès 7 heures du matin. C'est exceptionnel par rapport à toutes les autres écoles de dessin du royaume. Normalement, dans les autres écoles du royaume, les leçons ont lieu le soir après l'apprentissage chez un maître de métier. Là, les maîtres sont autorisés à envoyer leurs apprentis dès 7 heures du matin. Donc il y a des vacances quand même, avec bien sûr le temps de Noël jusqu'à l'Épiphanie. La fête de Sainte-Honorine et de Saint-Romain. Honorine était le prénom de la femme de Jean-Jacques Bachelier, donc il autorisait les élèves à avoir jour férié ce jour-là. Et Saint-Romain, je crois que son fils s'appelait Romain. Voilà la petite histoire. Ensuite, ce qui correspond à Pâques, le 6 mai, le jour de sa fête, le lundi de Pentecôte, et puis 3 jours à la Toussaint, et le 8 décembre. Le 8 décembre, je n'ai pas trouvé la raison de ce choix. Mais en tout cas, les autres sont véridiques. Donc, enseigner dans une école de dessin, c'est forcément accueillir des élèves, et donc, pour que ceux-ci aient des leçons qui soient profitables, il y a forcément un règlement important. Sachant que les élèves peuvent être
sachant que les élèves peuvent être reçus entre 8 ans et 14 ans. Donc, entre 8 ans et 14 ans, si vous recevez 500 jeunes enseignés dans la journée, ça demande quand même un minimum de règles, de lois, et qui sont parfois assez sévères. Ils n'entrent pas dans les classes avec épée ni canne, qui était parfois la marque d'une certaine classe sociale, on va dire. Ils doivent évidemment avoir le matériel nécessaire pour pouvoir dessiner et suivre les leçons. Les élèves fondés ont déjà le matériel donné, offert par leur fondateur, mais d'autres élèves ne sont pas fondés et doivent apporter eux-mêmes le papier et les crayons nécessaires pour le dessin. Ils s'installent à leur place, donc dans la grande salle que l'on a eue tout à l'heure. Et si vous remarquez l'image, vous voyez des pupitres légèrement inclinés, avec devant un rectangle, enfin, on peut dire que rectangle, mais qui est en fait une boîte qui peut fermer à clé et dans laquelle l'élève met les estampes qu'il doit copier. Sachant bien évidemment que cette boîte ferme à clé et donc ne peut pas être dérobée ni abîmée au cas où l'élève aurait envie de la prendre pour faire des copies. Et donc, bon. Et donc, vous remarquez aussi qu'il ne s'agit que de garçons, que les filles n'ont pas accès à l'école de dessin. Et en revanche, dans le cadre du règlement, il y a une forte surveillance et de la discipline, bien évidemment, et de la tenue des élèves, et de leur assiduité à venir aux leçons. Et donc, pour contrôler cette assiduité, chaque fois qu'ils sortent d'une leçon, ils reçoivent un jeton de l'assiduité du lundi, à remettre le lendemain matin s'ils reviennent en cours, pour prouver qu'ils étaient la veille et donc qu'ils peuvent revenir le lendemain. Globalement, c'est ça le système, mais c'était assez astucieux. Et en même temps, ça fait voir ce qu'était aussi une fondation, y compris les parents sont instamment priés ainsi que les maîtres de veiller avec attention sur l'assiduité de ceux dont ils sont chargés. Et à chaque manquement, évidemment, les parents sont avertis. Alors, les élèves qui rentrent à l'école entre 8 ans et 16 ans, certains ont plus de 18, presque 18 ans, on constate que la majorité de ces élèves sont entre 11, 12 ans et 14 ans. C'était l'âge le pire qui soit possible, complètement redouté par les personnes qui enseignaient, parce que des garçons, 125 garçons dans une salle de cours entre 11 et 14 ans, c'est un petit peu difficile à maintenir, on va dire. Bon. Et donc, alors cela, je n'ai pu faire cette statistique que par rapport au dossier des élèves fondés. Mais les élèves qui étaient reçus dans l'école quand les parents pouvaient financer le matériel scolaire nécessaire ne sont pas notés, ne paraissent pas dans cette courbe, on va dire. Donc, la différence entre l'Académie royale de peinture et de sculpture et l'école de dessin de Bachelier, c'est, je vous l'ai dit, commencer par la géométrie.
Donc c'est le genre le plus répandu, y compris dans les écoles du royaume. Alors certaines écoles du royaume se fondent plutôt sur le rythme de l'académie, mais plusieurs écoles ont copié en quelque sorte le rythme qui prévalait à Paris. Donc la géométrie et l'architecture en premier, et la formule de Bachelier m'intéressait parce que seule la géométrie peut arrêter les écarts de l'imagination et la contenir dans les bornes de la raison. Et cette citation implique aussi le fait que Bachelier a été assez opposé, disons, au rococo, tout ce qui était un petit peu rocaille. Et donc, quand il a écrit ce texte dans les années 60-70, il remettait à l'ordre la bonne architecture de la Grèce antique. Et donc, les élèves, toujours, ne travaillent que sur copie. Et en général, ils ne travaillent pas, tout au moins à l'école de Paris, sur des plâtres, parce que c'est l'Académie royale de peinture et de sculpture qui avait le privilège de pouvoir apprendre les dessins avec leurs ombres et leur lumière. Ceci dit, on a quand même trouvé quelques plâtres dans l'école de Bachelier qui devaient transgresser la règle. Mais ça, c'est un dessin d'élève réalisé. Le genre enseigné, second genre enseigné, la figure et les animaux. Et donc là, je sors un petit peu de Paris, puisque c'est un exemple de l'école de Tours. Cet exemple a certainement servi comme prix pour un élève de l'école de Tours qui a magnifiquement reproduit l'image. Le genre enseigné avec donc pour l'académie, c'est la figure d'abord. Pour Bachelier, c'est la géométrie d'abord. Ensuite, les autres genres à enseigner arrivent. Donc les animaux. Les animaux sont mis avec la figure, dans le même genre. Donc voilà des modèles que j'ai trouvés dans des bibliothèques et qui représentent les têtes, les visages ou des animaux que les élèves qui étaient dans la classe des animaux devaient reproduire 2 heures par jour, sachant cependant que les leçons étaient données 2 fois par semaine dans le même genre et que donc les élèves ne venaient pas tous les jours aux leçons. Mais 2 fois par semaine, il y avait des classes ouvertes pour la figure, des classes ouvertes pour la géométrie, des classes ouvertes pour les animaux, etc. Parmi les genres enseignés, les fleurs et ornements, c'est le 3e genre chez Bachelier. Il faut dire que Bachelier était spécialiste des fleurs, des reproductions de fleurs, et qu'il a fourni énormément de tableaux, de dessins à la manufacture de Sèvres, justement avec un certain nombre de fleurs qui étaient tout à fait bien reproduites. Alors, les leçons à l'école, ça commence. Alors, au niveau aussi des finances, il faut savoir que Bachelier était donc directeur de l'école. Il a décidé d'arrêter toute activité de peinture directement dans l'école pour se charger justement de son administration, mais que parallèlement il a continué quand même à donner des dessins. Donc je disais de fleurs pour la manufacture de Sèvres, mais aussi toutes les commandes qu'il pouvait avoir de la part des manufactures royales, globalement.
Donc les leçons à l'école de dessin, quand on commence par la géométrie, il est d'abord demandé que l'enfant, surtout lorsqu'il commence à partir de 8 ans, doit lui apprendre à avoir le poignet mobile qui glisse lui-même sur le papier et se porte d'un côté et de l'autre sans raideur. Donc ça illustre bien évidemment, l'apprentissage de chacun des instruments de dessin nécessaires pour produire une œuvre. Et le second point de cette pédagogie, c'est une pédagogie de l'imitation. Il n'y a pas d'œuvre possible dans le rêve, dans l'invention, si vous voulez. Et donc, le professeur donne à l'élève une estampe, un modèle, conforme à son niveau. Il explique ensuite à chaque élève la manière dont il doit s'y prendre pour copier ce dessin, lui conduire la main s'il est nécessaire et lui montrer l'usage des instruments dont il doit se servir. Donc c'est tout à fait classique en termes d'accompagnement, mais il faut savoir qu'il y avait 6 adjoints à Bachelier pour les cours, ce qui lui permettait quand même de souffler un petit peu, j'allais dire. Donc ça intéresse tout autant les orfèvres, les serruriers, les ciseleurs, la menuiserie, etc. Et dans cette démarche, dans cet apprentissage fondé sur la copie, on va aussi elle va se faire dans une démarche complète analytique, de décomposition, recomposition. Et le témoignage d'un élève de Bachelier indique qu'il m'a fait souvent décomposer des fleurs après les avoir dessinées pour m'en faire connaître la naissance, la jonction, l'accroissement, le développement, la forme et la perfection, afin qu'en la présentant de face, on n'en voit pas en même temps les étamines et le calice. Et pour chaque fleur, finalement, le travail était identique. Décomposition, recomposition. C'était la même chose pour d'autres dessins, d'autres estampes. Donc c'est une pédagogie fondée sur l'imitation. C'est également une pédagogie qui est fondée sur l'émulation. L'émulation qui comprend 3 phases. Le désir d'imiter, à condition que l'enfant le fasse avec une certaine ardeur et un effort non seulement pour imiter, mais pour imiter le mieux possible. Le second point, c'est le désir d'égaler, répéter, reproduire. Et le troisième point, c'est le désir de surpasser autrui, qui donne le sentiment d'avoir vaincu la difficulté. Donc, imitation, émulation, ce sont les bases de cet enseignement, enfin les principes en tout cas de cet enseignement. Une fois l'année passée, il y a une distribution des prix qui est organisée. Alors là, c'est la rocaille de Bachelier, mais il a très vite abandonné ce système rocaille, je vous ai dit, à partir du moment où il remettait en place la géométrie comme premier genre, il a laissé tomber, si je puis dire, le style rocaille. Donc là, on est dans la classe des ornements, avec toujours des copies d'estampes. Ça, c'est bien à mettre en avant. Alors, je reviens un petit peu sur le financement de l'école pour savoir aussi qui finance et pourquoi on finance. C'est-à-dire, je reviens sur la notion de fondation dont je parlais tout à l'heure. Je
je vous ai dit, une fondation, c'est allouer à un élève une certaine somme. Pour l'école de dessin, c'est 30 livres par an pour un élève, 90 livres par an si le fondateur veut que l'élève suive tous les cours. Et en général, les raisons des demandes, c'est essentiellement pour protéger ces gens. Alors, ces gens, c'est-à-dire ses fidèles. Par exemple, il y a 6 fils de jardiniers, dont celui de Cochin, qui était le secrétaire de l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui ont demandé à fonder, à être fondé. Il voudrait trouver un État. Il a pris ce... Attendez, donc, 6 fils de jardiniers, dont celui de Cochin, va être fondé à la demande de Cochin. Et un autre fondateur demande, je cite, il voudrait fonder un État pour quelqu'un qu'il a pris chez lui. Même demande présentée par Condé pour le fils du concierge de la société militaire, ou un autre fondateur qui justifie la demande de fondation pour un garçon d'office à moi. Il a déjà quelques connaissances du dessin. Il désirerait s'y fortifier pour sabler les desserts et y ajouter les ornements et fleurs dont cet objet est susceptible. Je ne sais pas si vous imaginez la pâtisserie qui découlerait de cela. D'autres lettres viennent des parents aux faibles ressources qui souhaitent une formation solide pour leurs enfants. Un compagnon orfèvre, par exemple, chargé de famille, dont un fils de 13 ans et demi. Il a de l'application et du talent pour le dessin, mais sa fortune ne lui permet pas de procurer des maîtres à son fils. Et donc il supplie d'agréer son fils pour que le papier lui soit fourni gratuitement. Donc il y a toute une liste comme ça dans les archives qui justifie et qui explique finalement le bien fondé, c'est le cas de le dire, de ce principe de fondation. Parce que ça a énormément aidé un certain nombre d'adolescents. Donc, on a parlé de la pédagogie fondée sur concours. À l'école de Paris, le concours, il y a un concours par trimestre dans chaque genre d'études. Donc, il y a la géométrie, la figure, les animaux, les ornements, etc. Et ne seront jugés que les dessins faits en classe. À chaque fois, dans le règlement, il y a toujours une restriction de façon à éviter toutes les copies, non pas les erreurs, mais les vols aussi d'estampes. Et il y a un second concours qui a lieu une fois par an et qui correspond au grand prix, c'est-à-dire aux élèves qui ont été les plus brillants dans la dernière classe et qui peuvent du coup être reçus dans une corporation ou un métier. Et donc, ils acquièrent les droits d'entrée au concours des apprentissages et des maîtrises. Voilà. Donc ça, c'était... Alors, les prix décernés pour une fois les concours réussis sont le plus fréquemment des livres, des estampes, parfois des études mathématiques, parfois des outils de dessin, de crayons, un compas, etc. Et à l'école de Lille, les lauréats reçoivent des médailles. Alors je vous ai pris quand même cette photo parce que c'est tout le symbole où on a Minerve, qui est la déesse des arts, assise donc sur l'avers ou le revers de la médaille, mais qui donc symbolise complètement la façon, le bon travail de celui qui reçoit la médaille. Et il y a chaque année, dans toutes les écoles de France,
aussi une cérémonie extrêmement importante sur la distribution des prix, qui a lieu généralement le dimanche, et qui regroupe tous les notables en fait, de la ville. Alors ici, on est à l'école de dessin de Dunkerque, avec ici la ville, le symbole qui représente la ville. Toutes les écoles de dessin, quel que soit le lieu où elles se trouvent, sont fortement soutenues et financées par les villes qui les reçoivent. Et donc, dans le tableau de Nicolas Truitt, la ville a été représentée au premier rang parce que c'est finalement en grande partie grâce à elle que l'école de dessin a pu vivre et se créer. Le professeur de l'école, l'élève qui est primé et qui est évidemment très courtois, le magistrat de la ville qui va donner la médaille à l'élève. À Paris, la cérémonie est aussi importante, mais les lauréats des 6 maîtrises pour les grands prix, en plus d'avoir des cadeaux, ont la joie d'être embrassés par Monsieur de Sarty, qui est j'ai oublié son nom, qui s'occupe de la ville. Et donc être embrassé par un grand homme double la récompense donnée. Voilà, c'était le commentaire qui était fait par Monsieur Bachelier. Oui, très bien. Si ça vous ennuie pas. Non, pas du tout, parce que là, j'ai beaucoup bafouillé après la partie. Eh bien, écoutez, chers amis, Madame Berthoud, qui nous fait l'heureuse surprise de participer à notre séance, voudrait dire quelques mots maintenant, parce qu'elle doit à nouveau se rendre dans une autre maison, et elle voudrait remercier Madame Lahalle. Voilà. Donc, j'avais prévu de vous dire quelques mots pour ouvrir, et je vous présente toutes mes excuses, Madame la Présidente et Madame Lahalle, mais j'étais retenue à la Sorbonne parce qu'on remettait le diplôme d'honoris causa au président tunisien qui était là et qui a fait ses études de droit. Voilà. Et donc c'était aussi une ode accessoirement quand même à la démocratie, donc je tenais beaucoup à y être. Voilà. Je comprends bien. Je voulais juste, donc je m'étais engagée auprès de la présidente juste de venir vous dire quelques mots d'accueil. Pour vous dire d'abord qu'on était très fiers à la mairie du 5e arrondissement de perpétuer cette tradition d'accueillir l'association de la montagne Sainte-Geneviève et de ses abords, on ne va pas oublier, vous dire que même si je n'ai pas beaucoup de temps, je lis toujours, je parcours, je mentirais en disant que je lis ligne à ligne, mais je lis beaucoup des rapports que vous avez de la gentillesse de m'envoyer, enfin des brochures sur des thèmes tout à fait passionnants. Alors je ne sais pas s'il y en aura un, Madame Lahalle, sur vos travaux. Grâce à vous, j'ai appris 2-3 choses. D'abord, j'ai appris ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, au siècle des Lumières, il y avait 60 écoles de dessin qui avaient été créées. Donc, et je me suis dit que c'était vraiment la première ouverture peut-être vers l'école gratuite, oui. L'école publique gratuite et laïque, et puis qu'en même temps, même si je ne peux pas participer à toute votre conférence, j'ai bien vu que aussi il y avait quelque chose de très important que vous nous faisiez percevoir, c'était qu'avec ça, avec tout ce qui s'opère dans ce siècle des Lumières, bien la barrière, vous y faisiez allusion, Madame la Présidente, tout à l'heure, mais entre tout ce qui était les arts mécaniques et puis les arts libéraux étaient vraiment en train de tomber, voilà, et que c'était vraiment une énorme ouverture qui se faisait là. Voilà, donc c'était simplement pour vous féliciter, vous remercier, et puis évidemment remercier Madame Lahalle, je sais que c'est une des plus grandes spécialistes des dessins
dessin 18e, m'a-t-on dit. Voilà, merci à tous beaucoup. Et bonne fin de conférence. Merci. Merci. Ça va, tout va bien. Bon, mais nous allons reprendre. C'est inhabituel, mais... Donc on en était au baiser de Monsieur de Sartine en réalité. Voilà. Oui, parce que en fait j'ai quelques notes. Bon. Donc on en était à la distribution des prix puisque tout effort mérite salaire. Et que effectivement les écoles n'avaient de cesse de trouver aussi un financement justement pour offrir des prix décents à leurs élèves lauréats. Donc ce que je voulais dire enfin, parce qu'il est quand même voilà. Donc les écoles de dessin, et en particulier celle de Paris, a eu un énorme succès, c'est sûr. On a bien vu qu'elles étaient quand même, au niveau de M. Bachelier, différentes de ce qui se passait en province, parce qu'en province, un certain nombre d'écoles de dessin ont davantage suivi le modèle académique, Académie royale de peinture et de sculpture, c'est-à-dire pour former aussi des artistes et pas seulement des artisans. Et puis d'autres écoles qui ont directement suivi le modèle parisien, par exemple à Mâcon ou dans d'autres villes comme ça. Donc ils n'étaient pas du tout en conflit les uns avec les autres, mais ça n'était pas forcément le même type d'élèves qui était reçu dans l'une ou l'autre école. Donc ce que je voulais dire en conclusion, peut-on dire que ces écoles étaient dans le siècle? Oui, parce que d'abord c'est un enseignement en français et collectif, alors que dans les collèges c'était souvent un enseignement avec les langues anciennes. Bon, c'est déjà un point important pour un artisan. On a ensuite une division des difficultés, la progression précise de l'apprentissage. Et ce sont là les caractéristiques qu'on peut donc appliquer aux écoles de dessin. Elles sont d'abord pensées comme un enseignement populaire, dans une finalité autant éducative qu'économique et sociale. Et en ce sens, elles représentent vraiment une nouvelle approche de la formation au métier. C'est en ce sens qu'elles sont innovantes, si vous voulez. Parce qu'elles veulent absolument s'opposer aux routines des métiers, à l'apprentissage toujours identique quelle que soit la profession. Alors, par rapport à l'Académie royale de peinture et de sculpture, elles suivent les mêmes progressions, mais avec la différence entre l'Académie et l'école de Paris, c'est les genres. L'étude de la figure à l'Académie est genre premier, l'étude de la figure dans l'école de Bachelier est genre second. Voilà. Le troisième point, c'est quand même l'idée que donc par rapport au métier corporation, les écoles de dessin sont vues comme supérieures en ce qu'elles proposent un complément de formation susceptible de déceler les meilleurs ouvriers en les orientant vers les activités économiques qui font davantage appel à l'esthétique. Et en fait, c'est toutes les écoles, tous les métiers, l'orfèvrerie, la joaillerie, etc. Peut-on parler alors de promotion sociale? C'est une question qui m'avait un petit peu
torturait, parce que finalement, est-ce que ce n'était l'école de dessin de Paris ne mettait pas une marche supplémentaire pour l'ascension sociale des élèves? Probablement. Ma réponse est un petit peu entre deux. Probablement, à en juger par les arguments avancés quand les parents souhaitent l'inscription ou le maintien de leur enfant à l'école. Ça suppose qu'effectivement, ils y acquièrent énormément de savoir, mais aussi de savoir-être. Une ambiguïté pourtant, parce que le temps de la formation est d'abord celui d'une institution qui organise l'année scolaire en fonction du temps de l'apprentissage pratique dans une corporation. Et ce premier temps rapproche les écoles gratuites des arts mécaniques. Mais le temps de la formation est également celui de la pédagogie. Et le déroulement d'une leçon, comme le rituel des concours, sont calqués sur le modèle de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc on est un peu dans un entre-deux. On a l'impression qu'il n'y a pas de... Alors l'Académie royale de peinture et de sculpture, c'est connu depuis 100 ans auparavant, mais une forme de concurrence avec les écoles de dessin peut être soulevée. Voilà. Alors bien sûr, il y a eu des détracteurs. Et en premier lieu, l'Académie, qui trouve, qui regrette par Charles Natoire, qui trouve que les écoles de dessin ne reçoivent que la vile portion de la population, c'est-à-dire ceux qui n'ont de cesse que les corps mécaniques. La différence entre art et artisan. Il y a aussi Sébastien Mercier, dont vous avez peut-être entendu parler, un littérateur prolixe qui dénonce le fait que les écoles ne font que multiplier ces inutiles artisans d'un luxe ruineux. Voilà donc une multitude de jeunes sacrifiés à la gloriole d'avoir formé un établissement niais, mais tout au moins inutile, et à la fortune de quelques professeurs. Voilà, donc c'était des remarques qui gagneraient bien mieux leurs appointements en se promenant du matin au soir et sans rien faire. Alors, il y a une autre question aussi que je me suis posée, c'est que ça ne s'adresse qu'aux garçons. Et Jean-Jacques Bachelier a, en 1787, fondé une troisième école près de l'hôpital des Enfants Trouvés, où il a accueilli et les garçons et les filles à des heures différentes, passant par des portes différentes, mais les filles pouvaient quand même accéder aux leçons. Voilà. Et donc, lorsque les corporations sont supprimées en 1791 et les académies en 1793, certaines écoles demeurent. Les professeurs sont souvent recrutés pour enseigner dans les nouvelles écoles centrales qui se créent en 1795. Donc, ils prennent le relais. Plutôt destinées au XIXe siècle, donc, beaucoup de villes renouent avec leurs écoles de dessin, plutôt destinées à la formation professionnelle des métiers qu'à la formation artistique. L'école royale de dessin devient l'école des arts décoratifs au cours du XIXe siècle, et l'Académie royale de peinture et de sculpture devient l'école des beaux-arts de Paris. Voilà. Bon. Je m'excuse de ma façon de parler, mais voilà, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Merci beaucoup, Madame Lahalle, de cette présentation qui nous fait découvrir des horizons nouveaux et qui nous explique la grande qualité exceptionnelle qualité artistique de l'artisanat du XVIIIe siècle, au fond. Donc, peut-être allez-vous avoir des questions et nous allons pouvoir tendre le micro à ceux qui auraient des questions. Madame, j'ai entendu que vous étiez un peu de Nantes.
Et vous avez évoqué une école de Paris, mais y avait-il une école de cette nature à Nantes? Et est-ce que l'école de mécanique, actuellement centrale, est dans le profil de cette école alors ça, je peux pas trop... du XVIIIe siècle? Hop, non, oui, là, je peux pas trop vous répondre parce que je dépendais de l'université de Nantes, mais je n'habitais absolument pas à Nantes. Mais je sais qu'il y avait quand même une école de dessin. Il y avait une école de cette nature. Mais alors, c'est le problème des villes de province, autres qu'à Paris, c'était le nombre d'élèves possibles et puis le talent des professeurs. À Paris, les professeurs recrutés étaient tous issus de l'Académie royale de peinture. Et pour être adjoint, on prenait des élèves qui étudiaient à l'Académie royale. Donc on n'avait pas du tout le même recrutement de professeurs, sauf certains professeurs qui, ayant fait leurs études à l'Académie royale, pouvaient fonder dans une autre ville, mais ils dépendaient plus de l'Académie royale. Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Est-ce que l'on sait en quelle année M. Bachelier a ouvert sa première école au Collège d'Autun? Ah, en 1766. 1766, il me semble. La même année, 10 ans avant. Oui. 10 ans avant. Ouais. Y a-t-il d'autres questions à notre orateur? Au sujet de l'enseignement du dessin pour les filles, alors ça n'existait pas sauf tardivement. Voilà, tardivement, absolument. Ouais. Il y a eu les 2 ans où juste. Oui, pardon. Merci, bah oui, je pourrais me lever. Non, vous êtes très bien. Donc il y a eu juste les 2 ans où, en ouvrant sa seconde école là, à l'hôtel de Ligre, les filles ont pu y aller. Et encore, c'était vraiment là œuvre de bienfaisance, puisque la bienfaisance était un maître mot de l'histoire du XVIIIe siècle. La charité n'a plus cours, mais la bienfaisance a cours. Voilà. Et donc là, il a accueilli les filles. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de textes qui regrettent justement le fait que les filles ne puissent pas participer au cours, quoi, parce que finalement, comme dit Bachelier, elles sont... de toute façon, la mixité existe dans la vie quotidienne, quoi, dans la famille, à l'atelier, peut-être moins à l'atelier, mais moins dans la boutique. Voilà. Donc il a essayé de bien défendre son projet, ça a marché. Mais pour 2 ans seulement. Madame Vigée-Lebrun, par exemple, comment a-t-elle été formée? Ah ben, elle pouvait aussi avoir un maître privé. Hein. Elle a pu être formée par un peintre de l'académie qui... ouais. Ou dans le milieu familial, hein, souvent ça... Le type d'enseignement donné par Bachelier prend fin avec Bachelier et surtout en 93, si je comprends. Oui, parce que moi j'ai arrêté. Il se poursuit quand même au XIXe siècle. Bon, il y a des nouvelles écoles qui se créent, oui. Mais est-ce que l'enseignement tel qu'il a été prodigué au XVIIIe siècle continue quand même au XIXe siècle, dans la première moitié, disons, au début? Ben, quand on regarde, attendez, je vais me sortir. Quand on regarde la dernière image, on s'aperçoit par exemple que l'image du haut, c'est exactement la même structure que l'amphithéâtre Saint-Côme où était l'école de Bachelier, avec des pupitres, et on est dans la salle de modelage. Et puis celle du dessous, alors c'est pas la même configuration, mais ça correspond exactement aux critères, disons, de l'école de Bachelier. Enfin, moi, ça me paraît tout à fait parlant, surtout la photo du haut. On est dans le même espace, quoi. Je vais me permettre une question au passage. Quel type d'enseignement pratiquaient les écoles centrales pendant la Révolution? Alors, pour le dessin linéaire,
Beaucoup. Beaucoup, c'est ce qui a... Le 19e siècle est caractérisé par l'apprentissage du dessin linéaire qui a dû commencer dans les écoles centrales, effectivement. Voilà. Ah ben, c'est tous les traits, la géométrie, et c'est là où la géométrie a pris beaucoup d'importance aussi. Et juste pour l'anecdote, les écoles centrales avaient assez peu de succès pour beaucoup de leurs cours, mais seul le cours de dessin faisait ça le cours. À l'époque révolutionnaire, on avait le droit d'aller ou non au cours. Et beaucoup n'allaient qu'au cours de dessin. Non, est-ce que nous avons encore d'autres questions dans la salle? Tout à fait par ça. Au XXe siècle, il y a, je ne sais pas si ça existe encore, mais dans les écoles communales, le soir, il y avait des cours de dessin gratuits. Je ne sais pas si c'est dans la filiation de cette idée de donner des cours de dessin gratuits. Vous avez oublié. Non. Je ne sais pas si ces cours de dessin existent encore. Moi, je les pratiquais. Pas à ma connaissance. Très bien. Oui, autrefois, il y en avait dans toutes les écoles communales. Mais pas dans toutes les villes, je pense. Ça devait pas être dans toutes les villes. Pas dans toutes les villes. C'était plutôt à Paris. Voilà, c'est ça. Voilà. Ah, oui. Les élèves avaient quoi à leur disposition? Des crayons? Alors, des crayons, j'avais une... Je peux vous retrouver les dessins, là. Voilà, hop. Là, se familiariser avec les instruments du dessin. Donc, vous avez alors, c'était des crayons. Il y a toute une explication, là, c'est une copie de l'encyclopédie. Le porte-crayon, le crayon, l'estompe, c'est le numéro 3, c'est un morceau de chamois roulé, lié avec du fil et taillé en pointe et moussé vers les extrémités. Je ne sais pas du tout à quoi ça servait, en revanche. La plume à dessiner, le canif, le compas, le pinceau, différents pinceaux, le pain d'encre de Chine, coquille pour délier l'encre, voilà. Et c'était plutôt des crayons, des crayons plutôt bistres, un petit peu comme les couleurs des estampes en fait. Voilà, Avez-vous d'autres questions encore? C'est une question entre l'école et le compagnonnage, les artisans et le compagnonnage et la maîtrise du dessin. La maîtrise. Oui. Le compagnonnage existe encore au XVIIIe siècle. Oui. Mais juste. Ils enseignent, par exemple, les charpentiers reposent beaucoup sur le dessin. Oui, tout à fait. Et donc, le compas, les Oui. Et donc, c'est ça la question que je vous pose. Est-ce que vous avez pu voir les liens qui existaient? Non. Alors, une autre approche, c'est dans la classe, il y avait un mélange sociologique. Oui. Et donc, les chefs d'atelier, donc les artisans, les patrons, orfèvres par exemple, envoyaient leurs enfants peut-être. Mais eux appartenaient très certainement à quelque chose que j'appelle le compagnonnage. Oui. Donc, vous voyez, oui. C'est ça la relation. Ils étaient tous ensemble, tous leurs métiers mélangés, alors que les compagnons, ils ont le secret. Oui, ben alors. C'est ça ma question. Voilà. Comment ils règlent ça? Ceci dit, tous mélangés, oui, mais pas forcément tous ensemble par rapport au même métier. Parce qu'il était bien demandé aux professeurs adjoints de donner aux élèves
des dessins qui convenaient à leur propre spécificité, quoi, enfin, à leur propre parcours. Et donc, je pense qu'il pouvait y avoir dans la même salle des apprentis charpentiers, des joailliers, Et il y avait trois orfèvres en même temps, parce qu'ils s'observaient. Oui. Il y a un charpentier et un orfèvre, on s'en fiche. Oui, oui. Oui, ça, j'ai pas pensé du tout à cette question-là, je dois dire. C'est une très bonne question. C'est parce qu'il y a un musée du compagnonnage. Oui, tout à fait. Oui. Et que j'ai beaucoup été dans ce musée. Oui, c'est vrai. Voilà. Excusez-moi. Non. Avez-vous encore une question sur, à Madame Lahargue? Écoutez, nous vous remercions beaucoup, Madame, pour cette conférence extrêmement originale et qui nous ouvre des horizons tout à fait... Bravo et merci. Ben non, j'ai été un petit peu mal. Est-ce qu'il y avait un rapport avec les arts et métiers? Plus tard. L'école des arts et métiers. Plus tard, c'est le début du consulat de Napoléon. Non, mais ça existait à cette époque-là, puisque les dentistes étaient aux arts et métiers, pas en médecine. Ah oui. Ah oui, juste avant, ceux qui étaient à Saint-Côme, donc, dépendaient des arts et métiers. Ah oui. C'est bien, c'est intéressant. Ça, c'est L'école Boulle remonte au début du 19e siècle. Oui, je pense que c'est du grand 19e siècle. En revanche, j'ai demandé à mon amie si vous pouviez la visiter. Oui. Et elle m'a dit que pourquoi pas, il fallait simplement que vous négociez éventuellement, que vous preniez Avec contact. l'école, elle n'avait pas d'entrée particulière. Non, à la limite, si... Parce que nous essayons d'organiser une visite. On n'a pas annoncé En fait, encore. moi, j'étais très intéressée par votre conférence pour l'aspect enseignement du dessin et sa gratuité. Donc, en fait, à Paris, nous avons les cours municipaux pour adultes qui ont repris un peu cet esprit. Et comme je vais de temps en temps à Nantes, j'avais cherché s'il y avait des cours de dessin gratuits à Nantes. Et comme malheureusement vous n'êtes pas nantais, vous ne pouvez pas me répondre. Mais j'avais écrit quand même au maire de l'époque pour lui demander pourquoi il ne copierait pas Paris avec ses cours municipaux. Parce qu'en fait, j'ai découvert quand même à Nantes qu'il y a une médiathèque qui a récupéré les vieux